Information ultra sensible dans les fichiers informatiques des RG de la justice, polémique. L'A321 bientôt assemblée en Allemagne, Toulouse se mobilise. Helmut Kohl ambigu à propos de la ligne Oder-Neisse, Paris soutient Varsovie. Le bal du gouverneur, c'était un livre, c'est aujourd'hui un film. Marie-France Pizier nous en parlera. Bonsoir, madame, monsieur, comme dirait Michel Touré, notre monsieur météo, vous êtes peut-être fiché sans le savoir. Et si vous deviez poser la question au gouvernement, il vous répondrait d'un non offensé, la main sur le cœur, mais il ne dirait pas forcément la vérité. La polémique rebondit en effet aujourd'hui, c'est comme les écoutes. À la suite de la publication au journal officiel des décrets portant sur la constitution de fichiers informatiques. Bonne occasion pour nous de tenter de connaître le nombre de Français fichés dans le pays et surtout le contenu de ces fameuses fiches. Comporte-t-elle, comme on le dit, les convictions politiques et religieuses des personnes répertoriées? Enquête de Jérôme Catala. Regardez ce bébé, 8 jours, est déjà fiché à l'état civil et ce n'est qu'un début. On estime que chaque Français figure en moyenne sur 200 à 300 fichiers. Ici, dans les sous-sols de la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, sont recensés tous les fichiers existants. Services publics, administration, mais aussi banques, assurances ou ventes par correspondance, il en existe à peu près 200 000. Les décrets publiés ces derniers jours mettent en lumière l'existence de deux fichiers plus importants que d'autres, celui des renseignements généraux et de la justice. Les renseignements généraux peuvent par exemple conserver des informations sur l'origine ethnique, les opinions politiques ou religieuses d'une personne, ce que depuis 1982, ils ne se privent pas de faire. Le seul fichier de lutte contre le terrorisme comporte 70 000 noms. En ce qui concerne le fichier justice, impossible de donner des chiffres. Chaque partie prenante dans une procédure, quelle qu'elle soit, est informatisée sur ce fichier. Gênant quand il s'agit de naturalisation ou d'asile politique par exemple. Enfin, dès la semaine prochaine, le problème des fichiers informatiques va de nouveau se poser avec le recensement. Et cette question, qui aura accès à ce formidable réservoir d'informations sur chacun d'entre nous? Ce dossier a suscité dès ce matin une controverse qui doit embarrasser le gouvernement, et cela d'autant plus que les critiques comme les soutiens viennent d'horizons inattendus. C'est le monde politique à l'envers. Anne Rongère. À gauche, on s'indigne, à droite, on boit du petit lait. L'affaire des fichiers informatiques sème la zizanie dans le monde politique. Paradoxe, c'est un ancien ministre socialiste qui se mobilise contre les décrets signés par Michel Rocard. Que reste-t-il de l'expérimentation socialiste, s'interroge Claude Chesson. Et ce sont des avocats classés à gauche qui montent au créneau avec SOS Racisme. Ce qui nous inquiète, c'est de pouvoir faire rentrer dans un fichier informatique des données concernant les opinions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes, ainsi que leur origine ethnique ou raciale. Pour l'instant, le gouvernement garde le silence, mais, encore un paradoxe, c'est de l'un de ses adversaires politiques que Pierre Joxe a reçu un soutien inattendu, celui de son prédécesseur Place Beauvau, pour les décrets. Si nous l'avions signé, quel tohu-bohu n'aurions-nous pas entendu? Mais je rends hommage au courage de M. Joxe. Sortir ce décret, il savait bien quelle serait la réaction de ses amis. À la veille du congrès de Rennes, c'est très courageux et je lui rends l'hommage qu'il mérite. Un coup à droite, un coup à gauche, tapi dans son petit coin d'ordinateur, Big Brother doit se frotter les mains. Mise au point à l'instant du ministère de l'Intérieur, ce décret, dit-il, loin de constituer une menace pour les libertés, introduit au contraire pour la première fois des garanties par rapport à l'informatisation des fichiers et pour les libertés, c'était une citation. Le procès pénible qui s'est déroulé durant 3 jours devant la cour d'assises du Gers prend fin ce soir. Face à face, un homme et sa fille, Rachel. L'objet du procès qui s'est déroulé pour la première fois en public, l'inceste. Réquisitoire sévère du procureur en fin d'après-midi, il réclame 20 ans de réclusion et applique ainsi le mot d'André Mauroy. L'amour incestueux transforme la faute en crime. Récit de notre envoyé spécial, Pierre Young. Larose, l'avocat de Rachel, prend la parole. Il se tourne vers les jurés en appel à leur conscience. Vous avez, dit-il aujourd'hui, rendez-vous avec la civilisation. Je ne demande pas réparation pour Rachel, pour elle c'est trop tard. Mais beaucoup d'enfants qui sont dans son cas
attendent votre décision. Maître Larose ajoute un dernier point. Rachel, aujourd'hui, a 24 ans, elle a beaucoup changé. Mais n'oubliez pas que le premier viol incestueux remonte à 1977. Rachel avait alors 12 ans. Le terrain à remonter par les avocats de la défense, on le voit, est immense. Leur plaidoirie s'appuie principalement sur 2 points. Tout d'abord, tous les collègues, tous les amis, toutes les connaissances de Jean-Paul Bonnemazoux soulignent ce point. Il est travailleur, il est cordial, il est serviable. Deuxième point de la défense, il n'existe pas de preuve absolue, il n'existe pas de certitude sur les 5 grossesses de Rachel. Toute l'accusation repose sur le témoignage des 2 sœurs. Ces 2 sœurs ne mentent peut-être pas, mais elles ne lèvent pas un dernier doute. Verdict ce soir. La ville rose et rouge de colère, Toulouse a le sentiment d'avoir perdu la bataille d'Airbus. L'assemblage du futur A321 se fera à Hambourg, en Allemagne de l'Ouest. La ville en émoi avait tenté, toute sensibilité confondue, d'obtenir une décision contraire. Elle doit être bien déçue ce soir. Elle s'était pourtant mobilisée. Et vous voyez des manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui même à Toulouse. Et nous allons rejoindre en direct à Toulouse et de Toulouse Henri Martre, PDG de Aérospatiale. Bonsoir, monsieur Martre. Bonsoir. Alors, votre réaction, est-ce que vous avez ce soir un sentiment d'échec? Absolument pas. Toulouse a gagné parce qu'aujourd'hui, Airbus a gagné. Airbus a gagné parce que le combat d'Airbus, c'est la compétition contre les grands concurrents américains, Boeing et McDonnell Douglas. Et aujourd'hui, les partenaires d'Airbus ont su montrer à la face du monde que, malgré leurs différends, malgré les épreuves, ils savaient se mettre d'accord sur des décisions essentielles. Une de ces décisions essentielles, c'est de suivre les rapports des experts, c'est-à-dire regrouper sur un même site l'assemblage et l'aménagement des avions. C'est ce qui a été décidé aujourd'hui pour le 330-340 à Toulouse, pour le 321 à Hambourg. Toulouse est gagnant. Il est gagnant parce qu'Airbus a gagné. Toulouse est gagnant parce que le 330-340 à Toulouse, c'est beaucoup plus que le 321 à Hambourg. Alors, ce sera 500 millions d'investissements, 500 embauches. Monsieur Martre, apparemment, votre sentiment n'est pas partagé par la ville de Toulouse, qui avait embelli son image de marque en grande partie grâce à l'aéronautique. Avant de vous retrouver à Toulouse, je vous propose de regarder le reportage de Gérard Vallès. Rarement ville aura volé aussi bien au secours du succès commercial d'un des produits de son industrie. Berceau de l'aéronautique française, Toulouse s'est décomplexée avec la percée de l'Airbus sur les marchés mondiaux. La ville pouvait dès lors revendiquer son histoire contemporaine et se propulser sous les ailes du bel avion dans le Gotha des capitales technologiques. Pas un Toulousain n'en doute, Toulouse c'est Airbus, Airbus c'est Toulouse. Toulouse et l'aéronautique ont depuis longtemps fait un mariage que l'on connaît bien et rappelez-vous tous les projets qui ont été défendus, Caravelle, Concorde et plus près de nous, l'ATR et l'Airbus. Affaire d'emploi, certes, affaire d'image aussi, où se dessine une nouvelle culture, une nouvelle mythologie, qui parle d'avenir pour mieux revendiquer le passé, qui exalte l'Europe pour mieux valoriser la cité des contes. Aujourd'hui, que nous avons réussi à faire un produit qui a une grande valeur, qui est compétitif, qui est fiable, qui permet d'avoir une image de marque dans le monde entier, voilà qu'aujourd'hui on voudrait nous prendre cette image de marque. Nous ne pouvons pas être d'accord. La direction d'Airbus observe le mouvement et se tait, mais elle n'en pense pas moins. Le chauvinisme français irrite outre-Rhin. Prié de jouer les utilités dans un programme où les Anglais devaient être le principal partenaire, l'Allemagne veut maintenant entrer dans le club très restreint des avionneurs, histoire bien sûr d'enluminer son image d'industriel. Toulouse aujourd'hui a des droits sur l'image et devrait pouvoir en garder les bénéfices. Mais l'enjeu industriel et financier est trop important pour que la ville cède, sans coup férir, une part de sa notoriété. Et la direction d'Airbus ne se tait plus, elle parle dans le 19-20. Monsieur Martre, je vous écoutais tout à l'heure et je vous regardais, vous dites Toulouse est gagnant, mais vous avez l'air triste. Je n'ai pas l'air triste du tout, au contraire. Vous savez, aujourd'hui, c'est un jour fantastique pour Airbus Industrie. C'est le jour où la grève britannique s'arrête, donc où Airbus revit, alors qu'il était en danger de mort. Le jour où tous les partenaires se mettent d'accord sur des problèmes essentiels. Et le problème du financement de la nouvelle chaîne à 330-340 était un problème très important. On l'a résolu. Donc quand on dit que Toulouse est triste, je crois que c'est complètement faux. Toulouse doit se réjouir profondément. Toutes les difficultés ont été surmontées.
Toulouse doit beaucoup à l'aérospatiale, à Airbus, et son avenir se confirmera grâce à ces deux grandes entreprises européennes. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Toulouse, c'est-à-dire la France, perd un petit peu sa place de leader au sein de l'Europe aéronautique? Mais absolument pas. La place de leader, elle se gagne tous les jours. Et encore une fois, le 330-340 à Toulouse, c'est beaucoup mieux que le 321. Donc nous avons gagné dans cette affaire. Alors le seul motif de satisfaction, c'est la fin de la grève des ouvriers de British Aerospace. À quel moment les chaînes d'assemblage retrouveront-elles leur cadence, Monsieur Martre? Les cadences d'origine, notamment pour le 320, qui reste à Toulouse, permettez-moi de le dire, et nous sommes battus pour ça, les cadences d'origine se retrouveront à peu près vers la mi-1991. Bien, merci Monsieur Martre. Vous savez que la 3 a consacré plusieurs pages spéciales à ce dossier Airbus à 12h45. Et ce soir, Marc Hauteman reviendra évidemment sur l'avenir d'Airbus à 22h15 en soir 3. Cette guerre économique explique en partie le sentiment que tous les pays européens éprouvent à propos de la réunification des deux Allemagnes. Les deux peuples réunifiés seront forcément plus puissants. Le seront-ils aussi du point de vue politique? Cette question est désormais posée à haute voix. Les capitales européennes craignent par exemple que la Grande Allemagne ait la tentation de récupérer les territoires perdus après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment ceux qui ont été rattachés à la Pologne. Roland Dumas a ainsi demandé hier à Berlin un engagement solennel de la part de Helmut Kohl. Pas de réponse officielle pour l'instant, mais la France exprimera à nouveau sa position la semaine prochaine en recevant les dirigeants polonais. Cette frontière entre l'Allemagne et la Pologne a un nom, la ligne Oder-Neisse. Philippe Pister la décrit. La ligne Oder-Neisse, du nom des deux cours d'eau qui, depuis la conférence de Potsdam en juillet 1945, marque la frontière germano-polonaise. À cette conférence, Churchill avançait un tracé suivant le cours de l'Oder et de la Neisse orientale, conservant ainsi la Silésie à l'Allemagne. Mais Staline réussit à imposer le cours de l'Oder-Neisse occidentale. Bref, un tracé qui déplaçait vers l'ouest la frontière polonaise, aux dépens de l'Allemagne, pour compenser l'emprise de l'URSS sur des territoires acquis lors du pacte germano-soviétique de 1939. Près de 5 millions d'Allemands furent alors déplacés vers le territoire allemand. Aujourd'hui, néanmoins, une minorité allemande subsiste côté polonais, environ 2 millions de personnes. La ligne Oder-Neisse a un enjeu de taille. C'est par sa reconnaissance définitive par la RFA comme limite orientale du futur État allemand que se joue la différence essentielle entre unité allemande, dans les frontières actuelles, acceptable par tous, et réunification, qui implique le retour aux frontières du Troisième Reich. Pierre Young, notre envoyé spécial à la cour d'assises du Gers, vient de nous téléphoner. Le verdict est tombé, le verdict pour le procès de l'inceste. Le père qui a violé sa fille a été condamné ce soir à 14 ans de prison. La guerre banalisée, la guerre oubliée, mais la guerre toujours. C'est à Beyrouth, en plein cœur de la ville. Des chrétiens se sont battus entre eux aujourd'hui au corps à corps. Jean-Claude Perpère. La fumée étouffante et âcre des explosions étreint la zone chrétienne de Beyrouth. Affrontement sans merci entre les frères ennemis dans les faubourgs de Sinelfil et de Nebaa. Depuis 36 heures, chaque parti pilonne les positions de l'adversaire embusqué dans les quartiers habités. Un obus, toutes les 5 secondes, s'abat de part et d'autre de la ligne de feu, sur des positions ennemies, parfois distantes de moins de 50 mètres. Les secours ne peuvent accéder aux victimes. Au moins 100 morts en 2 jours et autant de blessés qui hurlent dans les décombres au milieu du no man's land. Ce soir, la tragédie a atteint le paroxysme. Soldats chrétiens et miliciens chrétiens s'étripent à l'arme blanche pour conquérir une ruelle, un étage, un palier d'immeubles. Devant l'atrocité du carnage, le patriarche maronite, Monseigneur Sfer, a menacé les belligérants d'excommunication. Mais rien ne semble pouvoir arrêter la tuerie, car l'enjeu de la bataille est capital. Pour le général Aoun, il s'agit de couper en 2 le bastion des forces libanaises et surtout de se tailler un accès vital au port de Beyrouth. Beyrouth, plus que jamais, est une plaie à vif où, depuis 2 mois, ne coule que du sang chrétien. Les autres événements à l'étranger avec Morad Aïtabouche, avec notamment la dégradation de la situation en Côte d'Ivoire. Vague de protestations sans précédent à Abidjan avec des affrontements aujourd'hui entre une centaine d'étudiants et la police. Une manifestation provoquée par la politique de restriction du président Houphouët-Boigny. Pour la première fois, des jeunes ont même réclamé la démission du président ivoirien.
Procès sous haute surveillance à Timișoara, sur le banc des accusés. 21 responsables de la Securitate et de la milice. Ils sont poursuivis pour génocide et complicité de génocide dans la répression des manifestations qui ont marqué le début de la révolte contre Ceausescu. Première révélation du procureur, il y a eu 94 morts et 300 blessés. On est loin des 4000 morts annoncés en décembre dernier. Nelson Mandela a de nouveau un rôle officiel au sein de l'ANC. Élu vice-président du Congrès national africain à Lusaka, il sera le bras droit d'Oliver Tambo. En France, explosion dans un immeuble de Belfort la nuit dernière. 2 personnes sont mortes, 6 autres blessées. À l'origine de ce drame, une tentative de suicide au gaz. Suite des intempéries en France avec 3 nouvelles victimes, 2 en Lorraine, 1 dans l'Isère. Une accalmie est prévue pour ce week-end. Dans les Alpes-Maritimes, près de 1500 hectares ont été détruits par le feu en moins de 24 heures. Pierre Joxe s'est rendu sur place. Pour le ministre de l'Intérieur, une seule priorité, la prévention sous toutes ses formes. Une grande première en Europe, elle intéressera les handicapés. Ils pourront être aidés à terme par de petits singes qui leur serviront en quelque sorte d'assistants. Le centre de rééducation de Kerpa, près de Lorient, a mis au point une technique tout à fait originale, inspirée de l'exemple américain de Boston. Reportage d'Alain Richet de notre station de Rennes. Ce singe est un jeune capucin âgé de 9 mois. Dans 2 ans, si tout va bien, il sera prêt pour être le compagnon permanent et l'aide fidèle d'un tétraplégique. Hervé est tétraplégique à la suite d'une chute de cheval. Les plus simples gestes de la vie quotidienne lui sont interdits. Il devrait être le premier bénéficiaire de cette expérience. Il est impatient. Son futur petit compagnon est actuellement dans une famille d'accueil où il fait connaissance avec l'environnement domestique. À l'issue de son apprentissage, il saura ouvrir ou refermer une porte, tourner une page, appuyer sur un interrupteur ou encore donner à boire à son maître. Être servi par un animal choquant? Certainement pas. Si un animal peut rendre service à l'homme, je vois pas où est le problème. Parce que on sera des grands amis. Le programme mis en place par le centre de Kerpap est audacieux. 10 à 15 animaux vont être formés sur 3 ans. À ce jour, 20% des tétraplégiques sont demandeurs d'une telle aide. Regardez bien demain, si vous aimez le rugby, le match France-Irlande. Vous assisterez peut-être au dernier crochet intérieur de Serge Blanco. Des rumeurs persistent sur sa retraite. Il est pourtant encore jeune, mais il reste très bon. Et Alain Dorgans, qui aime bien le rugby et qui connaît bien, qui a rencontré Serge Blanco, est triste. Reportage. À une époque, on disait que c'était un sport de bourrin et donc que ça ne volait pas très très haut. Mais je crois que le rugby est un sport intelligent, un sport noble. Qui peut mieux symboliser la noblesse de l'Ovalie que Serge Blanco, l'étoile filante? L'arrière le plus offensif de l'histoire du rugby s'est toujours mis en avant. Le plus capé et meilleur marqueur du rugby français, Serge Blanco se trouve désormais au crépuscule de sa carrière. J'en ai plus derrière que devant, mais je crois qu'il faut toujours continuer au futur. Je crois qu'il y a 2 parties qui peuvent décider. D'abord, c'est les instances dirigeantes, et puis après, il y a le joueur Serge Blanco. Donc pour le moment, personne n'a évoqué une solution de retrait, donc il faut continuer. Il faut avoir envie de s'amuser. Et vous avez une carrière particulièrement brillante et vous avez été évincé à l'issue du test match contre l'Australie. Est-ce à dire que Serge Blanco n'a pas d'état d'âme, il revient après comme si de rien n'était? L'état d'âme, je crois qu'il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a jamais eu d'état d'âme, ni entre Berbizier, Rodriguez et moi-même et les instances dirigeantes. Je crois qu'il y a eu une incompréhension à un certain stade et puis donc nous l'avions fait savoir. Mais de toute façon, nous avons réintégré l'équipe et puis vous savez, en sport, il faut savoir se remettre en question. Après plus de 10 ans de carrière sous la conduite de Jacques Fourreau, qui est considéré plus ou moins comme un autocrate, est-ce qu'on en sera indemne psychologiquement? Écoutez, je crois que je me porte pas trop mal. Regardez, j'ai fait 10 ans avec lui. Bon, je le connais bien. Je crois qu'il faut être sincère. Si vous deviez faire un premier bilan sur votre carrière, il serait globalement positif? Quoi qu'il puisse arriver, je crois qu'il est très très positif. Uniquement parce que j'ai côtoyé des garçons qui étaient riches en esprit. Et ça, quoi qu'en dise la presse, ça ne pourra rien changer. Elle a joué, elle a écrit, elle continuera sans doute de jouer et d'écrire, mais elle filme aussi. Bonsoir Marie-France Pizier. Bonsoir. Alors vous avez écrit Le bal du gouverneur. Oui. Vous en avez fait un film. Oui. Qu'on va voir ce soir, enfin on va voir des extraits. Alors quelle est l'épreuve la plus redoutable, la plume ou la caméra?
C'est surtout le moment où on cherche à monter le film qui est assez éprouvant, parce que c'est une période extrêmement incertaine. Et le moment, si vous voulez, non, le moment de l'écriture est très agréable d'une certaine façon parce que c'est une liberté totale. On peut rêver, on peut s'inventer des scènes très lourdes, très chères. Et le moment du tournage à ce site particulier, c'est qu'on n'est plus tout seul comme au moment de l'écriture. C'est-à-dire qu'on est à la fois devant les autres, on est chef d'orchestre, mais en même temps on a l'apport, l'appui d'une quarantaine de personnes, d'une équipe de techniciens. Et ce rapport-là est très agréable. Alors on va voir le chef Marie-France Pizier. Au cours du tournage précisément, vous demandez à notre réalisatrice Annick Morel de nous montrer quelques images de ce tournage qu'on va regarder ensemble. Vive le territoire d'outre-mer! Alors là nous sommes en Nouvelle-Calédonie. Oui, moi ça me passionne parce que moi j'ai jamais vu ces images. Oui, on est sur le port de Nouméa. Et c'était la grève des dockers qu'on tournait. Là, je vois Oui, ce sont les bagnards qui débarquent et qui doivent faire les jaunes, c'est-à-dire arrêter la grève des dockers. Alors l'histoire se déroule précisément en Nouvelle-Calédonie. Oui, ça se déroule en Nouvelle-Calédonie. L'histoire se situe à la fin des années 50, exactement en 1957, c'est-à-dire au moment où les accords d'application de la loi de décolonisation est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Alors dans le film, on voit le passage de la colonie au TOM, au territoire d'outre-mer. Territoire d'outre-mer, oui. Et alors à cette occasion, il y a un gouverneur qui est complètement exalté, qui pense qu'il doit organiser un bal très fastueux parce que ce sera le dernier bal du gouverneur. Il dit bal du haut-commissaire, ça n'a plus aucune gueule, ça n'a plus aucun intérêt. Donc si vous voulez, il organise un bal très fastueux au cours duquel, à l'occasion duquel, tout l'entrelac des situations romanesques qui est mis en place depuis le début se dénoue. Alors justement, il y a plusieurs histoires dans votre histoire. Oui. Il y a l'histoire des relations entre les Blancs et les Kanaks, et on sent déjà dans les années 50 une tension. Oui, bien sûr. Mais cela dit, il faut pas. Je veux dire, c'est quand même le background du film. Je veux dire, les relations entre les Blancs et les Kanaks. Tout est mis en place pour que les choses se passent mal, puisqu'en fait les gens ne vivent pas ensemble, ils vivent à côté les uns des autres. Mais je veux dire, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même surtout l'histoire d'une adolescente, d'une petite fille qui a encore un pied dans l'enfance. C'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'une adolescente qui a encore un pied dans l'enfance, elle a des manches ballons, une jupe plissée, mais elle a aussi un amoureux, une amie qu'elle aime très passionnellement dont elle va être séparée. Et elle a une mère qui est une mère absolument sublime, par qui le scandale arrive et à cause de laquelle justement le bal va devenir un élément dramatique central du film. Alors ne racontez surtout pas la fin. Mais c'est une chronique finalement un petit peu douce amère. Oui, c'est une chronique douce amère, avec sans arrêt cette idée que les enfants représentent un monde relativement égoïste et en même temps très cruel et qu'ils voient, si vous voulez, du monde que ce qu'ils veulent voir. C'est pour ça que le politique, de temps en temps, prend la première place et de temps en temps s'évade, parce que l'amour, ce qui est le principal intérêt de ces adolescents, reprend pied. Merci Marie-France Pizier. Si vous avez aimé le livre, allez voir le film Le bal du gouverneur de Marie-France Pizier. Ce 19-20 est terminé après Thalassa ce soir, votre émission du vendredi, après la classe évidemment à 20h. Marc Hautement vous présentera Soir 3 à 22h15. Éric Cachard vous donnera les premières informations demain à 12h45. Bonsoir, à lundi.